l'exploitation sexuelle, important à comprendre, c'est que ce n'est pas une idée. L'exploitation sexuelle, c'est l'utilisation du corps d'une femme ou de plusieurs femmes pour l'avantage sexuel d'une autre personne, soit qui donne l'argent, soit un avantage financier, par exemple, qui reçoit de l'argent du fait de prostituer une autre femme, ou tout autre avantage que pourrait avoir une personne à exploiter le corps d'une autre femme. Donc, je parle de femmes parce que ce sont majoritairement les femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Ce sont majoritairement des hommes aussi qui profitent de l'exploitation sexuelle aussi. D'un point de vue de femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle, l'exploitation sexuelle, c'est des mains qui tripotent, des mots qui blessent, des yeux qui regardent, avec mépris, des pénis qui pénètrent les tissus délicats de nos corps. Donc même si parfois nous, en tant que femmes, on peut savoir que, par exemple, une publicité sexiste nous met mal à l'aise et qu'on se sent objet. Dans l'industrie du sexe, les femmes sont véritablement des cibles sexuelles. Elles le vivent ainsi. Donc, on parle d'exploitation sexuelle dans un continuum qui comprend l'industrie du sexe, comme par exemple la prostitution de rue, les services d'escorte, les messages, les massages, les téléphones dits érotiques, la pornographie ou les clubs de danse. Donc, l'industrie sexuelle, elle est organisée souvent par la traite sexuelle ou par le tourisme sexuel. Donc, ce sont des processus finalement qui vont amener à une dépossession du corps des femmes et qui s'intègrent dans un continuum de violence que l'on va pouvoir bien observer dans la réflexion quelles sont les trajectoires finalement qui mènent les femmes à être victimes d'exploitation sexuelle. Alors, les femmes et les filles ne se retrouvent pas dans la prostitution par hasard, mais bien parce qu'il y a des conditions sociales spécifiques qui vont les y amener. Alors, il y a un vécu de violence. Souvent, beaucoup de femmes qui se retrouvent être victimes d'exploitation sexuelle ont, dans leur enfance, par exemple, été victimes d'inceste, de violences familiales, d'agressions sexuelles ou d'harcèlement sexuel, par exemple, à l'école. On peut aussi voir que c'est souvent dans une situation de pauvreté que le pas d'entrée dans l'industrie de sexe se fait. Et la pauvreté des femmes est accrue actuellement par le contexte libéral dans lequel nous sommes. Par exemple, au Québec, on voit l'augmentation des frais de scolarité, la tarification des services publics. On voit dans le monde aussi l'endettement des pays pauvres qui vont faire que les femmes vont essayer d'échapper à ces contraintes économiques-là et que les rares solutions qui peuvent se retrouver pour elles, c'est entrer dans l'industrie du sexe. Donc souvent, la tentative effectivement d'échapper à ces diverses formes de violence qui vont rendre les femmes plus vulnérables en fait. Donc par exemple, on va penser aux jeunes filles qui fuguent pour échapper à la violence familiale. Au Québec même, il y a des filles qui essayent d'échapper au mariage forcé par exemple, ou à la contrainte économique, ou des femmes qui viennent de pays plus pauvres et qui essaient d'échapper par exemple à la guerre aussi. On peut aussi constater que le racisme et la xénophobie ou le colonialisme font partie d'une trajectoire qui amène les femmes dans la prostitution parce qu'on observe une surreprésentation des femmes racisées ou autochtones dans la prostitution. Vous pouvez ouvrir la dernière page d'un journal et vous allez voir que dans les sollicitations pour l'exploitation sexuelle, vous allez voir jolies filles asiatiques, latino sauvage. Donc c'est ça, on voit que une demande spécifique qui se fait dans ce sens-là. Les femmes aussi témoignent de comment est-ce que la pornographisation de la société et la sexualisation des femmes et des filles dans l'espace public vont accroître encore le fait qu'elles vont se retrouver victimes d'exploitation sexuelle parce que les femmes vont identifier leur unique valeur
à une valeur donc de marchandisation, à une valeur sexuelle aussi. Le rêve du prince charmant, qui est également construit à travers les comptines d'enfants, va aussi rendre les femmes plus vulnérables, par exemple, à être sous la main d'un proxénète. L'exploitation sexuelle existe parce qu'il y a une demande pour ça, qui vient donc des clients que nous on appelle prostitueurs, donc ou les exploiteurs. Là peut être encore plus accrue, elle va être suscitée quelque part par l'industrie du sexe qui, elle est en pleine expansion et qui se fait beaucoup d'argent, en fait, donc sur le dos des femmes. Donc les femmes sortent de la prostitution, de l'exploitation sexuelle avec beaucoup de courage, mais celle-ci sort très difficilement des femmes. Donc les conséquences sur la vie des femmes vont être assez lourdes, en fait. On nous a regardé ici quelques conséquences que les femmes peuvent vivre donc soit pendant qu'elles sont victimes dans l'industrie sexuelle ou qui vont se retrouver après, par exemple. Alors l'estime de soi va croître, en fait, au fur et à mesure que les femmes sont utilisées dans l'industrie du sexe, parce que justement là, elles sont toujours ramenées à l'unique valeur d'objet sexuel ou de cible sexuelle, donc qui ne représente pas un environnement favorable pour le développement de l'estime de soi. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées moi-même, enfin la plupart, ont un syndrome qu'on appelle le syndrome de choc post-traumatique. Alors qu'est-ce que c'est ce syndrome-là? C'est en fait l'ensemble de syndromes qui vont découler du fait d'avoir été exploitées. Les femmes, quand elles sont victimes d'exploitation, elles vont mettre des mécanismes en place pour pouvoir survivre durant cette exploitation-là. On l'a vu tout à l'heure dans ce que c'était la définition, le fait d'être tout le temps touché, d'être tout le temps être évalué, de tout le temps, les hommes vont toujours essayer d'avoir un peu plus de leur corps. Donc, elles vont essayer de dissocier ce qu'elles sentent ou la douleur qu'elles peuvent vivre de l'expérience même. Alors, c'est un mécanisme qui peut être sain dans un environnement qui ne l'est pas. Sauf que ce mécanisme-là, il va perdurer dans le temps. Par exemple, donc les femmes, une fois même sorties de l'industrie du sexe, vont continuer, par exemple, à avoir des mécanismes dissociatifs pour se protéger. Ces souvenirs traumatiques vont essayer de la rattraper, de revenir. Ils vont revenir dans les cauchemars, par exemple, la nuit. Donc c'est pas la même chose qu'un mauvais rêve. C'est vraiment le souvenir de l'expérience, du pire de ce qu'il y a de l'expérience qui revient, qui envahit complètement l'émotion. Elle a éveillé aussi, par exemple, des flashbacks peuvent revenir. Donc les femmes vont revivre complètement ce qu'elles ont essayé d'éviter de vivre pendant qu'elles étaient victimes dans l'industrie du sexe. Ça va amener aussi, par exemple, des troubles de la sensibilité du corps. Par exemple, ne plus être capable de ressentir son corps parce qu'on a tellement essayé de justement ne plus le sentir. Ça va créer des problèmes d'insomnie, d'anxiété généralisée, des phobies, des troubles alimentaires aussi, par exemple. On peut constater que beaucoup de femmes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle vont avoir des troubles d'anorexie ou de boulimie aussi, ou d'autres processus aussi, par exemple l'automutilation qui vient d'un mal-être profond et de l'impression qu'on ne mérite pas d'aimer notre corps. Ça peut aussi se manifester par des comportements, par exemple, autodestructifs, et donc ce qui compromet la capacité de maintenir des bonnes relations. Les femmes vont être méfiantes parce que ce sont souvent des personnes en qui elles ont eu confiance, qui les ont trompées ou qui les ont trahies aussi. La toxicomanie, on a souvent tendance à croire que les femmes victimes d'exploitation sexuelle retrouvent à cause de la toxicomanie. Toutefois, même si ça existe, on remarque que c'est souvent les femmes vont utiliser des drogues ou de l'alcool pour pouvoir mieux se dissocier encore de cette expérience-là qui est traumatisante. Alors, les femmes, suite à ça, peuvent vivre des dépressions et ces dépressions-là peuvent mener à des tentatives de suicide ou même jusqu'au suicide aussi. Alors, ça, c'est les conséquences sur le plan psychologique. Les femmes peuvent vivre des blessures traumatiques, surtout dans la région vaginale ou anale. Elles vont
pouvoir vivre de l'incontinence urinaire ou intestinale, des coups et des blessures, surtout sur l'ensemble du corps aussi. Elles peuvent avoir divers problèmes qui vont être reliés à cette expérience-là, comme par exemple la fibromyalgie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de liens entre cette maladie et la violence que vivent les femmes. L'arthrite, les infections de la vessie, des hépatites, des infections bronchopulmonaires, par exemple. Elles sont plus sujettes à avoir des infections sexuellement transmissibles, comme l'hépatite C, le VIH-Sida, qui vont donc pouvoir mener au cancer ou à la mort. Elles sont aussi susceptibles d'être enceintes alors qu'elles ne le veulent pas, et elles sont susceptibles d'être assassinées aussi. L'ensemble d'impact-là a encore un impact sur la vie sociale qui compromet donc l'avenir professionnel des femmes. Il est compromis surtout par la peur d'être retrouvée, par exemple, par un ancien proxénète, ou la crainte de croiser des anciens clients et de se retrouver, par exemple, sous leur autorité dans le travail, la crainte d'être dévoilée aux enfants, aux conjoints, aux amis, aux parents, de perdre aussi la garde de ses enfants en raison du passé, la crainte que des gens de leur ancien milieu les retrouvent ou les reconnaissent alors qu'elles essaient de le fuir, aussi le retour de tous ces souvenirs, des cauchemars et des souvenirs traumatisants, la difficulté de se trouver un emploi parce que le CV reste vide, ou la difficulté aussi d'être prise au sérieux par des services sociaux, par exemple. Elles vont souvent traîner aussi des problèmes judiciaires dus à la judiciarisation des femmes dans la prostitution. Donc, elles vont avoir des casiers judiciaires, elles peuvent même vivre des saisies de salaire à cause des amendes qui sont données par la ville, par exemple, ou des saisies de l'aide sociale quand elles se rendent compte qu'elles ont un revenu supplémentaire. Donc, il est facile d'entrer dans la prostitution, mais il est très difficile d'en sortir, surtout compte tenu de l'ensemble de ces conséquences-là. Et l'ensemble de ces conséquences-là, les femmes ne les connaissent pas lorsqu'elles rentrent dans l'industrie du sexe. Souvent ça vient plus tard. Elles ne sont pas suffisamment au courant de ces conséquences-là. Alors, nous allons regarder quels sont les éléments qui peuvent donc donner un petit peu des pistes. On va essayer de dégager des pistes d'intervention ou de prévention pour les femmes qui sont, par exemple, alors commençons par les femmes et les filles qui sont encore dans la prostitution ou qui l'ont déjà été. Alors, la chose, c'est d'avoir la conviction que les femmes ne sont pas des criminels, mais bien des victimes. Alors, c'est pas important de le dire en tant que tel, mais ce qui est important, c'est vraiment de porter profondément cette conviction dans son cœur. Et c'est ce processus-là qui va permettre, en tant qu'intervenante, de déculpabiliser les femmes qui sont en prise avec l'exploitation sexuelle. Alors, c'est très difficile de développer et de maintenir un lien de confiance, parce que nous l'avons vu, les femmes ont tellement été déjà abusées, les liens de confiance ont déjà été abusés, par exemple, avec le proxénète ou avec les parents ou avec des personnes à qui elles faisaient confiance. Donc c'est difficile de le maintenir et de le développer, mais il est facilement effritable et c'est pour ça que ça prend une attention particulière. Par exemple, il y a des interventions qu'on peut éviter. Il faut éviter tous les sous-entendus qui indiqueraient qu'elles seraient responsables de l'exploitation ou plus largement des violences qu'elles ont eu à subir. Par exemple, éviter de demander pourquoi tu t'es retrouvée là-bas suite à une fugue d'adolescente. Ce qui est important, c'est d'accueillir la personne, de poser la question comment ça va. Il faut s'intéresser à elle parce qu'il y a trop peu de monde qui l'ont fait. Alors, par exemple, on peut poser des questions plus générales. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu as senti. C'est vraiment l'intérêt pour elle et pour ses émotions qu'il faut mettre de l'avant. Donc, au fur et à mesure que le lien de confiance va se créer, les femmes vont raconter leur histoire. Elles vont raconter ce qui les est arrivé, et à force qu'elles racontent, nous, en tant qu'intervenantes, on va être capable de saisir un petit peu les chemins qui les ont menés vers l'exploitation sexuelle. Le récit va se préciser au fur et à mesure. Elle va dire je ne t'ai pas raconté telle affaire parce qu'elle avait peur d'être jugée à ce moment-là. Mais au fur et à mesure qu'il y a un lien de confiance qui se développe, elle va repréciser, elle va re-raconter. Et alors tout ça va nous donner finalement l'autorité
l'opportunité en tant qu'intervenante d'avoir l'occasion de refléter le lien avec les violences qu'elles ont subies ou la pauvreté ou des injustices qu'elles ont subies et la situation d'exploitation sexuelle qu'elles subissent en ce moment, par exemple. C'est pour ça que c'est important aussi de croire les violences qu'elles ont nommées. Les intervenantes féministes vont aller aussi jusqu'à faire des liens entre ces violences qu'elles nomment et le vécu de l'ensemble des femmes en général, en favorisant une prise de conscience finalement sur les stéréotypes sexistes et les violences structurelles que subissent les femmes. Comme nous l'avons vu, l'omniprésence des images objectifiées des femmes dans l'espace public a une incidence sur l'entrée dans la prostitution. Il est important aussi de valoriser la connaissance et les aptitudes des femmes que nous rencontrons. Donc nous leur permettons ainsi à chaque fois de s'identifier autrement que des objets sexuels, c'est à quoi elles ont appris à s'identifier au fur et à mesure qu'elles ont été victimes d'exploitation. De croire en leur potentiel individuel, y compris le potentiel de sortir de la situation de violence dans laquelle elles sont, de s'extirper de la prostitution, de l'exploitation sexuelle, tout en veillant évidemment à apporter un soutien émotif, mais aussi matériel qui va permettre cette sortie. Donc quand on parle de soutien matériel, c'est vraiment de voir ensemble comment est-ce qu'on peut donner accès à des services, l'accès à un logement, l'accès à un revenu, de l'argent, qui va permettre donc aux femmes d'avoir d'autres alternatives, donc des alternatives à l'exploitation sexuelle. Confiance, ce lien de confiance, il va être aussi consolidé en validant l'émotion des femmes. Donc quand les femmes racontent, elles peuvent avoir de la peine, elles peuvent avoir de la colère, c'est important, elles peuvent se sentir mal, mais c'est important de valider ce qu'elles sentent et que c'est normal finalement. Donc on peut dire c'est normal que tu te sentes de même. Et aussi, par exemple, de soutenir la colère envers les hommes qui les ont exploités ou violentés. Souvent, la colère, elle est très mal vue pour des jeunes femmes. Les jeunes femmes ont peu de possibilités d'exprimer la colère parce que ça ne fait pas assez féminin. C'est important de laisser un espace pour que cette colère-là s'exprime parce que sinon, c'est envers elle qu'elle va se retourner. Donc, on peut le faire, par exemple, en partageant cette colère. On peut traquer l'injustice, dire l'agresseur, lui, il ne vit pas les conséquences, il ne vit pas les conséquences de la victime. Lui, il retourne à la maison avec sa femme et ses enfants. Donc ça, c'est injuste. C'est ce processus-là qui va permettre aux femmes de déculpabiliser et rejeter finalement la culpabilité là où elle devrait appartenir, donc à son propriétaire, qui est l'exploiteur ou qui est le proxénète ou qui est le père incestueux, par exemple. Alors évidemment, tout ce processus-là de prise de conscience, il doit respecter aussi le choix et le cheminement de la victime. On va essayer de sentir jusqu'où la personne, la femme avec laquelle on travaille est capable d'aller dans ce processus-là de conscientisation sans se braquer. Donc c'est vraiment à partir de ce qu'elle nomme qu'on fait l'ensemble de ces liens. Les filles, en moyenne, 15 fois avant de sortir de la prostitution. Donc c'est important de signifier, c'est important de savoir que c'est vraiment difficile et c'est important aussi de signifier son soutien à la femme, de vraiment signifier qu'on est là pour elle et qu'on ne la juge pas, par exemple, qu'on ne va pas penser du mal d'elle et qu'on ne va pas croire qu'elle est incapable si elle retourne, par exemple, dans la prostitution. C'est important de signifier qu'on va être là, qu'on pense qu'elle est courageuse, aussi de croire. C'est important que nous, on puisse croire qu'il va y avoir des possibilités pour elle de sortir et qu'elle a d'autres possibilités, qu'elle a d'autres aptitudes, parce qu'elle, souvent, elle n'y croit pas. Donc, à ce moment-là, c'est important de signifier comment est-ce que nous, on se range finalement sur son côté. Alors, également, en favorisant la solidarité et l'entraide, celle-ci
peuvent apprendre à s'aimer en tant que femmes. On est amené dans le système, dans ce système où les femmes vivent de la violence, à se détester aussi en tant que femmes. Et donc la création, par exemple, des moyens qui vont permettre entre les femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle de s'entraider entre elles, par exemple, ou même de les impliquer dans des processus d'engagement dans des projets communautaires, donc pour soi et pour la communauté. Ça va vraiment avoir un impact positif. C'est vraiment un lieu dans lequel les femmes peuvent reprendre du pouvoir et de la valorisation. Et surtout, et c'est quand elles se disent, moi je vais lutter finalement pour que ce que j'ai eu à subir, que d'autres femmes n'aient pas à le subir. On est vraiment de sortir un petit peu des situations où elles ont été vraiment étouffées par l'exploitation sexuelle. Donc, dans ce sens-là, par exemple, à la clé, nous organisons des cafés-rencontres pour les femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle, où si les femmes sont impliquées, elles sont travailleuses, elles sont dans les comités, elles sont militantes, elles vont faire des témoignages, elles vont accompagner des intervenantes pour effectuer des témoignages, par exemple, ou participer à la création d'outils. Tout l'ensemble du travail qu'on fait à la clé se fait donc de façon vraiment étroite avec les femmes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle, donc ce qui contribue finalement à tout le monde. Quand on parle de prévention, ça peut être un peu des processus qui vont y ressembler aussi pour faire de la prévention auprès des filles et des jeunes femmes. Donc effectivement, l'implication des jeunes femmes dans les projets contre l'exploitation sexuelle va pouvoir diminuer les risques pour que ces femmes-là se retrouvent victimes d'exploitation sexuelle, parce que ça va leur permettre donc ça va leur permettre non seulement de connaître, mais aussi d'éduquer par exemple d'autres jeunes femmes sur les mécanismes de recrutement, sur les conséquences qu'on a à subir à la suite de l'exploitation sexuelle. Nous travaillons présentement à clé sur un projet qui vise par exemple à créer des animatrices de milieux, donc dans différents quartiers de Montréal. Les jeunes femmes sont impliquées dans un projet où elles suivent des formations pour devenir animatrices d'un atelier qui s'appelle Le plus vieux mensonge du monde, qui se fait à partir d'un vidéo qu'on a créé ici à la clé. Donc c'est ça. Donc non seulement elles-mêmes sont dans un processus de conscientisation et d'éducation, mais elles vont amener d'autres jeunes femmes aussi à l'être. Aussi favoriser la prise de conscience des stéréotypes sexistes. Donc même dans les écoles, dans les cours d'éducation sexuelle, dans les maisons de jeunes, et de travailler aussi, de comprendre c'est quoi les violences structurelles que subissent les femmes, finalement vont permettre aux femmes plus de se dégager de ça. Donc comprendre évidemment les mécanismes de recrutement dans la prostitution vont permettre aux femmes d'être plus averties. Aussi, et faire connaître les conséquences. Souvent, les femmes, par exemple, quand elles se retrouvent, quand elles se retrouvent à être victimes d'exploitation sexuelle, elles n'ont aucune idée des conséquences qu'elles vont vivre à long terme. Et ça peut être aussi un exemple de comment est-ce qu'on peut déculpabiliser une femme, par exemple, qui est victime d'exploitation sexuelle. Souvent, les femmes, elles vont dire, une fois même sorties de l'exploitation sexuelle, elles vont dire, mais c'est de ma faute, c'est moi qui est allée, c'est moi qui a permis ça, c'est moi qui est allée dans cette chambre à coucher. Alors, quand on intervient avec elle, qu'on est capable un petit peu de dégager les conséquences que l'exploitation a eu sur elle, on peut demander est-ce que tu savais à ce moment-là, par exemple, que tu aurais ces conséquences-là. Et vous allez voir que la majorité des femmes ne savaient pas du tout qu'elles auraient apporté ces conséquences-là. Évidemment, on peut valider le sentiment que c'est normal de penser qu'on est coupable, parce qu'il y en a toute la société qui nous ramène toujours ce message-là qu'on est coupable, mais en essayant de voir qu'est-ce que la personne, premièrement, donc c'était pas un choix qui était éclairé, et deuxièmement, on peut aussi mettre en lumière un petit peu les contraintes réelles et matérielles qu'avaient les femmes
et qui fait qu'elles se sont dirigées et qu'elles se sont retrouvées vulnérables à être victimes donc aussi d'être victimes d'exploitation sexuelle. Aussi favoriser donc des actions collectives, des projets collectifs, des femmes par exemple, des jeunes filles dans les cégeps se sont mobilisées contre la légalisation de la prostitution dans le cadre des Jeux olympiques. Aussi des projets qui peuvent être plus collectifs ou même plus critiques aussi. Favoriser le développement de l'esprit critique va aussi permettre aux femmes donc d'échapper, d'avoir une vision plus critique par rapport aux messages sociaux qu'elles subissent évidemment, et qui va permettre donc d'avoir plus de portes de sortie. Pour terminer, on peut regarder un petit peu quelles sont les ressources que peuvent. Alors c'est vraiment juste à titre indicatif parce qu'évidemment il y en a beaucoup à travers le Québec ou même le Canada. Donc la clé, nous travaillons donc sur 3 volets principalement. Un qui vise donc l'aide aux femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou qui l'ont déjà été, ou même aux parents, donc par des rencontres individuelles. Également des rencontres des cafés de groupe. Mais nous faisons aussi de l'accompagnement, par exemple l'accompagnement juridique, l'accompagnement à la DPJ, l'accompagnement médical, en fonction des besoins des femmes. Aussi, nous faisons de l'éducation et de la prévention, donc soit par des formations que nous faisons ou des outils que nous créons pour la formation, de la prévention auprès des jeunes, soit de la formation des intervenantes qui sont susceptibles de travailler avec des femmes dans la prostitution. Nous essayons aussi de développer des corridors de services, des fois avec des groupes qui travaillent par exemple en toxicomanie ou avec des femmes qui sont itinérantes. Amener des institutions publiques à aborder la problématique autrement. Et donc là, comme je l'avais dit tout à l'heure, les femmes peuvent être engagées dans ce processus-là qui généralement leur fait du bien. Il y a le regroupement des CALAX, donc à travers le Québec, qui on peut référer les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles parce que elles travaillent avec avec les femmes victimes d'agressions sexuelles, et la prostitution est une forme finalement de violence sexuelle que subissent les femmes. Il y a aussi, par exemple, des centres en toxicomanie. Quand on parle de toxicomanie, c'est important d'avoir à l'esprit que les femmes qui vont avoir donc développé finalement un problème de toxicomanie ou d'alcoolisme, elles ont besoin d'aide pour sortir de ça, mais elles ont tout en parallèle besoin d'aide pour mieux comprendre leur vécu dans l'exploitation sexuelle. Donc c'est important que cette aide-là soit donnée finalement simultanément. Donc des femmes peuvent être référées, mais c'est important de maintenir un lien significatif avec les femmes qui sont en processus, par exemple, pour pouvoir aussi gratter un petit peu qu'est-ce qui dans le fond, la cause de cette toxicomanie aussi. Voilà, donc des numéros aussi pour les jeunes, le Why des femmes, donc à titre d'exemple pour de l'hébergement. Donc il peut y avoir plusieurs maisons d'hébergement où les femmes, donc les réseaux des maisons d'hébergement pour femmes en difficulté, et il existe aussi des hébergements plus spécialisés aussi pour les jeunes. Donc il y a l'aide juridique jeunesse, et aussi par exemple la clinique droit devant qui peuvent accompagner donc des femmes qui sont prises par exemple avec des problèmes d'amende, voilà, et de tickets. Donc voilà, ce serait la fin de cette présentation Donc voilà, ensemble solidaire pour un monde juste, libre, égalitaire, sans violence, sans prostitution. Donc je vous invite à poser des questions. Allô? J'avais mis mon téléphone sur silencieux. Alors, je disais merci beaucoup à Anna. C'est vraiment intéressant comme webinaire. Je pense que tout le monde l'a pensé. Donc, comme je disais, vous invitez à poser vos questions par écrit, puis elle va répondre. Je vois que Stéphanie Béliveau a déjà ajouté une ressource qui serait vraiment intéressante. Donc, le projet Sortie de secours,
qui est un super projet qui vient en aide aux jeunes filles en situation de prostitution en contexte de gang. Il y a beaucoup de projets au Québec présentement sur le même sujet. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui viennent de l'Ontario. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous et comment vous abordez la problématique. Mais une question que moi je poserais peut-être à Anna, c'est peut-être pour commencer, quel lien est-ce que toi tu fais entre la violence en général et l'exploitation sexuelle? Oui. Alors, effectivement, en rencontrant donc l'ensemble des femmes que j'ai eu à rencontrer là, depuis plusieurs années que je travaille là-dessus, je vois que les femmes ont souvent donc déjà un vécu de violence. Donc, par exemple, c'est ça. Donc, par exemple, l'inceste, la violence, beaucoup de violences sexuelles en fait. Elles ont vécu souvent de violences sexuelles ou de violences familiales. Par exemple, la relation aussi qui peut s'instaurer donc entre le proxénète et la femme. Souvent, une femme victime d'exploitation sexuelle, elle va penser que son proxénète c'est son chum, alors que lui il sait qu'il ne l'est pas. Donc en fait, on peut pas dire vraiment que c'est son chum. Mais ça va ressembler par exemple à une situation de violence conjugale. Elles vont être amenées finalement à être amoureuses de lui, puis finalement à être sous l'emprise et le contrôle, par exemple. Donc, on peut voir comment est-ce qu'en même temps, les femmes se retrouvent dans la prostitution parce qu'elles essayent d'éviter d'autres violences, parce qu'elles ont vécu des violences. Je vais donner un exemple bien précis. Une jeune femme qui dit de toute façon, je vais me faire violer de toute façon, parce que c'est le vécu qu'elle a. Donc qui perd, ils ont qu'à payer les hommes qui veulent avoir des relations sexuelles avec moi. Donc elle a l'impression d'être gagnante. Mais ça, c'est dans une situation où on ne voit pas de sortie. C'est une démission finalement devant cette violence-là. D'une autre part, on voit aussi un lien avec les violences structurelles que vivent les femmes. Par exemple, le fait d'être considérées comme des objets sexuels. L'ensemble des femmes sont considérées comme des objets sexuels et certaines femmes se retrouvent donc à devenir des cibles sexuelles, mais toutes les femmes sont possiblement recrutables dans la prostitution. La plupart des femmes ont déjà eu à vivre le fait d'être sollicitées dans la rue pour de la prostitution. Et on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qui peut arriver demain. Il pourrait y avoir un tremblement de terre, il pourrait y avoir... qu'est-ce qui fait que une ou l'autre ne se retrouvera pas dans victime d'exploitation sexuelle, surtout dans des conditions, par exemple, où il y a vraiment des bouleversements ou des grands changements, comme par exemple, on peut penser en Afghanistan, où il y a la guerre, ou en Haïti, par exemple, où il y a eu le tremblement de terre. Donc c'est cette violence structurelle qui fait que toutes les femmes, tant que la prostitution existera, toutes les femmes sont susceptibles d'être prostituables. Et beaucoup de filles m'ont déjà témoigné que quand elles étaient petites, elles se sont déjà dit que c'était une issue dans leur vie si elles avaient un pépin ou si elles avaient... Donc c'est vraiment une conscience qu'on acquiert tôt et qui rentre donc dans le cadre de cette violence-là. Merci beaucoup. J'ai une question ici de Christine qui pose la question. Avez-vous des suggestions pour rendre notre centre, un Calax, accessible aux femmes présentement à la prostitution, surtout pour le premier contact? Oui, pour le premier contact. Alors, ce qui peut aider, un petit peu des méthodes qui peuvent aider, c'est vraiment par exemple, les Calax ont développé avec la clé une affiche qui s'appelle la prostitution, pas un choix, où on voit une petite fille qui joue avec avec une marguerite, je t'aime pas. Par exemple, des affiches qui vont, on a aussi des affiches, je pense, pour le plus vieux mensonge du monde. Donc des affiches qui vont un petit peu, qui vont nommer un petit peu
l'existence de l'exploitation sexuelle peut créer un environnement favorable pour que les femmes, par exemple, puissent ouvrir la parole sur ça. Donc ça, c'est vraiment dans l'environnement aussi. Ce qui peut être favorable, c'est de créer, par exemple, un atelier spécifique là-dessus. Ça peut être différent, ça peut être sur les chemins qui mènent dans la prostitution, les conséquences, mais n'importe quoi, mais qui va considérer ce sujet-là. Les femmes vont peut-être venir à l'atelier, elles vont peut-être pas venir à l'atelier, mais elles vont peut-être profiter du fait qu'il y ait eu cet atelier-là pour parler à l'intervenante et pour dire j'ai pas pu venir ou j'aurais voulu venir mais je me sens mal, etc. et tout ça. Aussi, quand on nomme c'est quoi les agressions sexuelles, quand on fait des groupes d'entraide par exemple, le fait de nommer d'emblée à l'exploitation sexuelle comme une violence et comme une agression sexuelle, ou de faire le lien entre le fait que les femmes qui ont subi des agressions sexuelles dans l'enfance ou de l'inceste donc c'est en même temps une conséquence, c'est en même temps soit une violence, mais c'est en même temps une conséquence des violences qui ont été subies. Donc le fait de proactivement le nommer et de surtout nommer d'emblée que les femmes sont victimes, elles ne sont pas coupables, de savoir ça, c'est-à-dire de nommer que les femmes de montrer comment est-ce qu'on ne pense pas qu'elles sont responsables d'une façon ou d'une autre, va créer un climat favorable finalement pour que les femmes puissent ouvrir sur cette réalité. OK. Merci. Super réponse. Une autre question que j'ai ici, c'est durant l'atelier, vous avez parlé beaucoup des trajectoires possibles, mais on dirait que c'est plus des facteurs de risque. Puis est-ce que vous voyez à la clé des facteurs de prévention, donc qui pour les influences positives, qui pourraient aider dans le fond la prévention de l'exploitation sexuelle? Oui, alors évidemment, c'est ça, c'est je pense qu'il faut faire tout un travail qui est beaucoup plus social, quand on montre que les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance ont plus de possibilités de se retrouver dans la prostitution. Il faut aussi travailler sur le fait contre les agressions sexuelles envers les femmes en général ou les enfants. Donc, on va travailler aussi sur la prévention finalement de la violence sexuelle, ou sur le fait que les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles puissent au moins assez rapidement avoir un soutien qui est adéquat. Ça va pouvoir, ça va permettre un petit peu la prévention des femmes qui ont vécu ces situations, qui ont vécu ces violences-là. Donc ça va permettre un petit peu de diminuer. Mais surtout, je pense que c'est les projets actuellement qui visent donc des femmes à participer à des projets, différents projets qui impliquent les femmes ou la violence envers les femmes vont diminuer les facteurs de risque, que ce soit par exemple des projets pour lutter contre les publicités sexistes. Nous avons actuellement justement un travail sur une plateforme qui s'appelle Basta les images sexistes, donc où des jeunes femmes entre 15 et 35 ans peuvent participer. Donc c'est sur Internet, tout se fait sur Internet. Peuvent se regrouper, il y a des possibilités donc de dénoncer des images sexistes et de faire différentes actions. Là, vraiment, c'est ouvert à beaucoup de possibilités. Donc plus les femmes seront impliquées dans des actions qui vont remettre en question les stéréotypes sexistes et qui vont pouvoir, la prise de conscience de la violence qu'elles subissent et comment est-ce qu'elles en ont le droit, comment c'est injuste finalement, comment c'est injuste de les subir, ça va tout être des facteurs qui vont permettre finalement de prévenir. Mais aussi, il faut voir aussi l'aide matérielle réelle que les jeunes femmes ont pour ne pas rentrer dans. Alors c'est sûr que quand une jeune femme, si elle est en fugue, si elle est en fugue, si dans les centres de jeunesse elle n'a pas l'espace par exemple pour se réaliser, si elle n'a pas de lien significatif avec des personnes adultes, si elle n'a pas d'argent, évidemment le facteur de risque va à ce moment-là augmenter. Donc c'est important vraiment de voir, de développer ces services-là, ce qui est évidemment assez difficile dans le contexte où les organismes communautaires sont assez serrés au niveau budgétaire, mais il va falloir donc encore plus le revendiquer. Et même si on pouvait avoir des
politiques qui pourraient financer donc des programmes de prévention de façon récurrente. C'est ce qui vraiment augmenterait. Et aussi l'entrée dans les écoles, la réintroduction des cours à l'éducation sexuelle peuvent vraiment influencer positivement donc la prévention. Fait, mais merci. Je demande s'il y a des dernières questions. Ce serait là de partager, sinon on irait vers une conclusion. Parce qu'en fait, comme Anna disait, il y a beaucoup de programmes, donc que ce soit dans les écoles, des cours d'éducation sexuelle ou beaucoup de projets comme Basta les publicités sexistes qui peuvent servir de facteurs préventifs. Mais il y a aussi plus de l'intervention directe que certains font. Oui. Donc, on va dans le fond conclure, parce que je n'ai pas d'autres questions. S'il y a quoi que ce soit, je suis sûre que Anna, ce sera un plaisir de répondre à vos questions, et chez Filles d'Action aussi. Donc, en fait, comme je disais, ce webinaire-là fait partie de notre projet Travaillons ensemble. Et il y a plusieurs manières de participer à ce projet-là. Donc, présentement, on est en pleine rédaction d'un guide des pratiques exemplaires. Donc, les questions que vous avez posées, que ce soit liées par rapport aux facteurs préventifs, qu'est-ce que l'assistance sexuelle, qu'est-ce que la violence, comment on va dans divers organismes, comment aborder. C'est toutes des questions que nous, on pose à des intervenants qui travaillent sur le terrain. On est toujours à la recherche de gens qui aimeraient y contribuer. Si vous avez envie de contribuer, n'hésitez pas à me contacter. Il va y avoir d'autres webinaires. Vous allez recevoir l'information par courriel. Depuis, il y a des blogs qui sont déjà en ligne. Il y en a un, il va y en avoir d'autres dans le futur. Et vous pouvez, en fond, visiter notre site Internet pour mieux connaître Filles d'Action. Et donc, c'est fillesdaction.ca. Et si vous avez des questions sur le plan général ou sur Filles d'Action, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon nom, c'est Karine, bienvenue Jean-François. Et sur karine@girlsactionfoundation.ca ou 1-888-948-1112. Dans le fond, le webinaire va être disponible en ligne d'ici, je pense, la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions et des bouts que vous n'étiez pas sûr, vous les partagez avec vos amis ou vos collègues, n'hésitez pas. J'espère vraiment vous revoir dans un autre webinaire et j'aimerais beaucoup remercier Anna qui a brisé la glace de ce webinaire-là, de cette série-là, et d'avoir été vraiment intéressante, pertinente et vraiment, vraiment, vraiment intéressante sur le sujet. Parce que, comme disait quelqu'un qui a dû partir malheureusement, c'est un sujet qui est très délicat, mais qui était abordé de manière très claire et très vraiment intéressante pour les gens qui écoutaient. Alors, j'espère que ce fut le cas pour toutes. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie vraiment de votre attention et de votre participation. Donc, au plaisir et suivez ce que Filles d'Action fera et la clé aussi dans les prochaines semaines. Au revoir. Au revoir.